Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Collapsed Walls, un film réalisé par un natif de Bjad qui vit aujourd'hui à Chicago, aux États-Unis. Collapsed Walls raconte l'histoire de vie fragmentée observée par Hakim Belabès, des tranches de vie qu'il a recollées dans un scénario dont le décor se situe dans une petite ville, un microcosme qui gravite autour de la mort, le décès d'un proche qui impacte les vivants. C'est aussi l'histoire des liens qui nous unissent, qui font de nous une communauté. Un film qui est magnifié par la photo, avec cette lumière qui transperce le spectateur. L'image joue ainsi son rôle, à savoir véhiculer les idées, les mots, les sentiments portés par les acteurs au visage marquant, aux rides profondes, témoins d'un vécu souvent difficile fait de labeur, d'abnégation et de simplicité. Collapsed Walls sort dans les salles du Royaume avec une avant-première à Casablanca et une autre à Rabat. L'occasion dans cette émission fait entrer l'invité spécial marocain du monde de recevoir le réalisateur Hakim Belabès. Bonjour si Hakim. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir en studio. Vous êtes de passage au Maroc, vous vivez à Chicago. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le film, dans le pitch du film, pourquoi ce film? Racontez-nous un petit peu l'histoire de sa genèse, comment il a pu naître. Merci pour cette belle introduction. Vous m'avez surpris un petit peu. Je n'aurais pas décrit mon film comme vous. Avec plaisir. Écoutez, je travaille à partir de mon vécu, de mon imaginaire et des fois de ce qu'on me raconte. Et donc je pars de l'intérieur vers l'extérieur, on va dire. Avant, et je crois comme beaucoup peut-être, l'idée de se sentir validé dans ces histoires, surtout dans notre vécu, a toujours été une sorte de fardeau, on va dire, dans le sens où mon histoire n'est pas aussi épique que celle que pourrait raconter un Spielberg ou un Stanley Kubrick, jusqu'à ce que je découvre Satyajit Ray. C'est un héros de cinéma, c'est un maître du Bengale pour moi. Et je me rappelle avoir vu Peter Panchali, qui était son premier film, et j'ai vu dans le petit Apu, je me suis vu. Donc je me suis identifié un petit peu à ce petit bonhomme. Et du coup, on va dire, pour pas dire les espaces, les lieux, les décors du Bengale devenaient un peu les décors de Bjad pour moi. D'autant plus que j'avais grandi dans une Vous salle êtes de reconnu. cinéma. Oui, mon père aussi était propriétaire de la seule salle de cinéma de Bjad. Et c'est là où a commencé justement cette idée de percer un petit peu dans ce qui était mien. Donc dans mes souvenirs d'enfance, des histoires d'enfance, des souvenirs, cette mémoire un peu collective de Bjad qui est un peu mon univers. Et c'est de là que sont venues toutes ces histoires. Donc ce n'est pas une seule histoire, ce sont 18 histoires qui s'entrelacent comme ça et qui racontent un petit peu le vécu de ces personnages héros que j'ai connus ou que j'ai observés en tant qu'enfant. Et des fois, je me dis, est-ce que j'ai vécu, est-ce que j'ai imaginé, ou est-ce que je suis peut-être en train de me mentir et de mentir? Et tant pis. Parce que du moment que ça peut être ça ficelé, prend forme et ça peut être exprimé. Donc c'est des histoires individuelles qui, d'une certaine manière, retracent justement une communauté. Et d'ailleurs, c'est vraiment la thématique que j'ai compris, en tout cas dans votre bande-annonce et dans le synopsis de votre film. C'est vraiment ces histoires individuelles qui entrelacées font communauté, ces liens entre les gens. Absolument. Même si peut-être les personnages font partie d'histoires disjointes, au départ, dans vos souvenirs, dans le film, ça prend forme, l'histoire prend la forme de liens, d'une communauté autour d'un
autour d'événements tragiques, la mort, mais il n'y a pas que de la tristesse, il y a aussi de la vie, et tout ça est entrelacé. Oui, pour moi, l'idée de, entre guillemets, everyman, que nous sommes tous le même homme. Oui. Moi, je me rappelle par exemple d'un poème qui doit être le plus court de l'histoire de la poésie, de Mohamed Ali Clay, qui disait Me, we. Oui. Donc, et à chaque fois que j'essaie de raconter quelque chose, j'essaie surtout de me concentrer sur l'aspect universel de ce qui fait la condition humaine. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire avec ces histoires. Et finalement, à un certain moment, par exemple, j'avais des titres pour chaque histoire dans le film. Et puis, je me suis dit, on enlève les titres. Parce qu'en fait, les vies sont les mêmes, bien qu'on ne le sache pas des fois, on ne le sait pas nous-mêmes. Mais on vit nos vies et les autres vivent nous vivons leur vie et les autres vivent nos vies aussi d'une certaine manière. On vit la même, et puis il y a une certaine interdépendance bien sûr des individus au sein d'une communauté. Pourquoi cette réflexion ou ce sujet sur la mort, le décès? Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui vous semble important dans cette vie communautaire? Comment les décès font de nous des vivants? Absolument. J'ai l'impression qu'on a un peu peur de confronter cette idée de la mort. Je me rappelle mon premier film, Smito Khet Rouh, qui devait être projeté dans une salle de Casablanca. Et donc, comme je n'aime pas regarder mes films avec les gens, donc je sors et j'attends. L'ouvreuse de la salle est sortie et est venue s'asseoir à côté de moi. Il y avait une scène d'enterrement dans Khet Rouh à la fin. Ça l'a marqué. Ça l'a marqué, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'elle m'a dit « je ne sais pas qui est cet emmerdeur qui a fait ce film. Ça m'a rappelé l'enterrement de mon père. » Et donc, c'était à la fois quelque chose qu'elle ne voulait pas voir, mais ça a remué quelque chose en elle. Et pour moi, c'est essentiellement ça, l'idée de confronter, surtout l'idée de la mort. Moi, c'est quelque chose qui nous met dans un certain malaise. Exactement, mais le problème c'est qu'on se dit non, il faudrait peut-être s'éloigner de ces thèmes-là. Pourquoi c'est macabre, c'est noir, alors que finalement, moi je trouve le plus grand espoir dans ces thèmes, parce que justement ça nous rappelle combien est précieuse notre vie, combien sont précieux les petits moments qui peuvent nous échapper avec ceux ou celles qu'on aime. Et du coup, ce n'est pas une si mauvaise chose. Oui, mais pourtant, vous disiez, on a peur, on s'éloigne un petit peu de tout ce qui est autour de la mort. En même temps, dans la société marocaine, dans la culture marocaine, les cimetières font partie de la vie. On a les tombes qui sont, par exemple, dans les villages, qui sont vraiment à côté, et même dans les villes. Il y a une vie autour des cimetières, beaucoup plus que peut-être dans le monde occidental. Absolument. Moi, je trouve, écoutez, mes influences sont peut-être Akira Kurosawa, par exemple, ou Ozu. Et l'idée de la mort est tellement présente, mais je me rappelle par exemple d'un film, La balade de Narayama, qui raconte un peu l'histoire de ce petit village où les enfants doivent prendre leurs parents, un père ou une mère, et les ramener là où ils doivent mourir tout seuls, sur une montagne. Et je me rappelle, j'avais peur de regarder, de voir ça, parce que je projetais mon histoire avec mon père et avec ma mère sur ça. Et finalement, il y a une sorte de catharsis qui s'émane. Je vais vous dire, avant-hier, j'étais avec ma femme, aller visiter la tombe de son père, qui est décédé en mars des fêtes. J'étais avec sa mère. Donc, on a pris des bidons d'eau. Et en arrivant, on avait ma fille Sophia avec nous. Sophia, elle a 20 ans maintenant. On arrive et le Hajja a ouvert le bidon d'Elma et elle a demandé à Sophia, s'il te plaît, aide-moi à lui laver le visage.
Donc, elle est chère. Sur la, ouais. Je vous raconte ça, j'irai cher du poule. Parce que c'est quelque chose qui... Parce qu'en fait, les morts ne partent jamais. Continuent à vivre avec nous. Font partie de nos vies. Oui. Et ça, effectivement, c'est un message important. Alors, le titre aussi est important, en tout cas m'a marqué. On va écouter un extrait d'une chanson qui est proche, justement, du titre de votre film. C'est Nasl Riwen. Un petit extrait. Les murs qui s'effondrent, Collapsed Walls. D'abord, pourquoi ce titre qui me rappelle, moi, cette chanson Mahamouni Rerjal Ila Da'ou de Nasl Riwen, célèbre chanson que vous devez très bien connaître et qui peut-être vous rappelle de précieux souvenirs. Pourquoi ce titre Collapsed Walls? Écoutez, moi je crois sincèrement qu'on ne choisit pas ces thèmes et on ne commence pas à écrire ou à filmer avec cette idée que voilà, c'est une métaphore ou je me laisse emporter par mes instincts, parce qu'ils me hantent, parce qu'il est fardeau sur mes épaules des fois, mais pour être très simple avec cette idée du titre, c'est en fait le projectionniste de la salle de cinéma de mon père. Ah oui. À chaque fois qu'on finissait une séance à minuit avec 2 grands films, Mustapha, il avait ce mépris pour les gens, parce que à chaque fois il y avait des coupures dans une copie de film en 35 mm, les gens commençaient à l'insulter. Et donc quand on sortait, tout le monde se dispersait, tout le monde rentrait chez lui. Et nous, on faisait une petite tournée dans la ville. Et à chaque fois, il me disait, Hakim, si tu savais ce qui se passe, si ces murs devaient s'effondrer, tu verrais les terreurs les plus absolues, mais tu verrais aussi la tendresse la plus absolue. Donc ça a commencé avec ça, mais pour continuer un peu sur cette trame, c'est devenu presque une histoire de masque aussi. Donc c'est de faire en sorte à ce que les murs tombent ou s'effondrent. C'est un peu laisser tomber le masque, laisser révéler ce qui est en nous. Ouais, nos sentiments profonds, nos émotions. Ah oui, avec justement les aléas de la vie. J'ai vu dans la bande-annonce les naissances, la tristesse. Et on sent aussi les gens usés par la vie, et puis la mort, qui est aussi un fardeau pour ceux qui sont proches. Et donc tout ça, pour vous, Collapsed Walls, c'est laisser tomber finalement ces murs où on essaie de jouer un rôle alors qu'on souffre à l'intérieur, ou en tout cas on a des émotions qui doivent rejaillir. Vous savez, moi, j'ai eu 4 ou 5 projections du film un peu partout dans le monde. La plus récente était en Arabie Saoudite. Et à chaque fois, je ne m'attends pas à la réaction des gens. Mais à chaque fois, il y a cette idée que l'Inglisia, people sigh. Et puis, il te fait sortir quelque chose de personnel à lui ou à elle. Et je me dis que peut-être, je ne sais pas s'il y a une sorte de rôle des arts ou du cinéma qui peuvent changer quoi que ce soit, mais en même temps, je me dis que si quelqu'un regarde ce film et puis rentre chez lui, même s'il prend son enfant ou sa mère, ou qu'il dise « je t'aime », parce qu'il ne l'a pas dit, il a peut-être oublié. Alors, si vous deviez justement
présenter votre film, faire un pitch, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais on a tourné autour. Si, en quelques mots, vous deviez présenter ce film, quel serait le pitch ? Oullah, je vous assure que j'ai dit... C'est des relations humaines, en réalité. Relations humaines dans une petite ville. Oui, premièrement parce qu'il n'y a pas une seule trame, oui. mais ce sont... C'est un peu un film choral avec plusieurs personnages qui vivent une vie individualisée, on le disait tout à l'heure, mais qui en même temps forment un collectif. Et surtout, ce sont des gens très ordinaires qui sont confrontés peut-être à des situations qui sont au-delà de ce qu'ils peuvent supporter, mais ils le font quand même. Et donc, il y a toujours ce triomphe de l'esprit humain, de cette force qu'on a, peut-être parce qu'on n'a pas le choix. Et donc, c'est un peu sur l'espoir, sur le désespoir, sur la vulnérabilité surtout, parce qu'on a tendance à ne pas montrer. Et donc, pour moi, la vulnérabilité, c'est la plus grande des forces, parce qu'on a justement le courage de se dévoiler. Et donc, j'espère que c'est ça. Si vous avez vu, on n'a pas fait le pitch du film. Oui, tout à fait. Il y a un synopsis. D'ailleurs, même la bande-annonce, elle est très particulière. Deux choses m'ont marqué dans la bande-annonce. Premièrement, il n'y a aucun dialogue. Dans la bande-annonce, aucun dialogue. Il y a une musique et puis des images, de belles images. Je disais, la photo sublime réellement le scénario et le film. Et il y a un élément important, c'est la lumière. Je parlais de la photo, c'est la lumière. Vous insistez beaucoup sur la lumière et donc son corollaire, l'ombre, les ombres. Est-ce que c'est un choix... J'allais dire, est-ce que c'est peut-être votre marque de fabrique en tant que réalisateur ou bien c'est spécifique à ce film ou spécifique au Maroc, je ne sais pas, puisqu'il y avait Eugène Delacroix qui avait justement noté la lumière spécifique du royaume du Maroc, des paysages au Maroc, et donc pour lui, cette lumière, il a essayé de la reproduire dans ses tableaux. Est-ce que vous aussi, vous vouliez d'une certaine manière utiliser cette lumière peut-être pour contrebalancer, je ne sais pas, des moments de tristesse dans la vie des personnages? J'ai une sorte de devise, on va dire. Ouais. Que si j'ai une caméra et un micro, c'est tout ce que je demande. Ouais. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas plus beau que la lumière. Il Ouais. n'y a pas plus beau que la lumière du jour. Et il se trouve que j'ai aussi un compagnon de la route qui est Amin Msaadi, qui est mon directeur de photo, il est tunisien. Et on en est arrivé à un point où on ne se parle même plus. Ah oui. Donc c'est la télépathie, on est sur la même longueur d'onde. Parce qu'il vient à Bjad beaucoup. Le jour où on s'est rencontrés, je crois qu'on a parlé un petit peu d'Ibn Arabi, parlé un peu de poésie, de films qui nous ont marqués. Et après... c'est des reflets, ce n'est presque jamais des projecteurs. La nuit, si on a une séquence de nuit, donc on la filme avec un minimum de lumière. Ouais. Mais il suffit de se mettre à la bonne place pour pouvoir capturer. Le bon angle. Yeah, parce que It's a river. La vie, parce qu'elle nous entoure et c'est surtout à nous peut-être d'avoir la chance de capter un moment. Et je crois que c'est notre devise un petit peu avec Amin, c'est ce qu'on fait. Et vous insistez aussi beaucoup sur les visages, sur le corps des acteurs, le corps des personnages, donc le corps des acteurs qui pour certains ploient sur la dureté de leur travail. Je crois qu'il y a des artisans, il y a des gens qui travaillent dans un four collectif, des gens qui sont usés par la vie, des femmes qui ont le visage marqué par les rides, ou des hommes qui ont le visage marqué par les rides. La femme qui, dans l'extrait, dans la bande-annonce, appuie sur son tatouage qui est sur son menton, si elle a, et qui appuie, qui le frotte. Tout ça, ce sont des éléments importants. C'est à la fois des personnages simples. D'ailleurs, je crois que vous insistez pour... finalement, il n'y a pas forcément un héros qui ressort en particulier, mais tous les personnages qui sont, finalement, on peut se reconnaître dans ces personnages, où on reconnaît nos parents, nos oncles, nos grands-parents, nos enfants dans ces personnages. C'est des personnages simples, mais qui sont presque, j'allais dire, chacun à leur niveau des héros.
expliquez-nous un petit peu cette assistance du corps, du visage. Pour vous, est-ce que c'est aussi une marque de fabrique ou c'était spécifique à ce film? Vous aviez parlé tout à l'heure du fait qu'il y a un peu de dialogue, et en fait c'est ça dans le film, on parle très peu. L'exemple que vous avez cité d'Elsie, Ouais. c'est une histoire que m'a racontée ma belle-mère, encore une fois, le jour où elle voulait aller à Mecque, et quelqu'un lui a dit que le tatouage était haram. Oui. Et donc elle essayait de le frotter. Elle a même essayé l'acide. Et donc c'est ce moment-là que j'ai voulu capter. Oui. Il y a une histoire dans Qui le vous a film. marqué. Ben oui, peut-être l'avant-dernière, qui raconte un peu l'histoire de Nenna, qui était la femme de l'oncle de ma mère, qui, le jour des noces de sa fille, sa mère à elle meurt. Et qu'est-ce qu'elle fait? Et donc Nenna, pour moi, était la femme forte. Vous savez, on est surtout aujourd'hui dans cet âge-là de tout ce qui va vite avec les réseaux sociaux, avec les filtres, avec le fait d'essayer de se faire beau. Oui, plus beau qu'on est. Et surtout de se mentir à soi. Je dis peut-être qu'il est un peu rafraîchissant de regarder un visage, comme vous avez dit, usé. J'utiliserai ça entre guillemets, bien parce sûr. que il y a William Butler Yeats, par exemple, qui parle de terrible beauty, donc d'une beauté terrible. Et cette beauté terrible, moi, c'est loin d'être, mais c'est exactement ce qui m'intéresse. Parce que, malheureusement, pour nous, des fois, on passe à côté de ces gens. On ne les voit pas. Ils sont invisibles parce qu'ils ne font pas partie de ce qui est un peu à la mode aujourd'hui. D'un monde un peu, comment dire, préfabriqué, surmaquillé, qui est le nôtre aujourd'hui. Un monde d'illusions. D'illusions, ouais. Parce que donc là, on peut parler de beauté brute, parce que c'est un monde qui est beaucoup plus ancré dans le réel. Moi, je trouve que non, parce qu'on parle de réalité. Moi, je parle de vérité. Vérité. Ce sont deux choses qui sont très différentes. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple, et je me dis que vous n'avez encore vu que la bande-annonce. Que la bande-annonce, oui. J'ai pas encore eu la chance d'avoir le film, peut-être ce soir. Inch'Allah. Là, نجيبوا لك. مول فران. By the way, cette séquence-là n'a jamais été écrite, par exemple. C'est sur le tas où je me retrouve devant une situation où tu ne peux pas passer à côté d'un homme qui vient te dire Yallah, c'est la tarha diyal khubz dialo, et il te dit ce que j'ai entendu, c'était quoi? Parce que j'avais un acteur qui faisait un monologue tiré de Othello, de Shakespeare. Il dit, je n'ai pas très bien saisi, mais c'est beau. C'est beau, beau. Et je me suis dit, on va la refaire pour lui, et en même temps, on va avoir la caméra sur lui maintenant. Et c'est ce qui donne un peu ce moment qui, pour moi, c'est ça. Un cinéma qui est ancré dans le réel et qui est fait justement de ces moments, de ces moments simples, de ces moments vrais. Vous parlez de vérité tout à l'heure. Il n'y a que ça. Pour vous, c'est l'élément important. Absolument. Il n'y a pas de réalité. Moi. Là, je ne sais même pas si on est entre nous. Est-ce qu'il y a une réalité? Effectivement, c'est aussi une longue question. Alors, on va parler un petit peu de votre parcours. Il nous reste encore juste... ça va être la dernière question d'ailleurs. Il nous reste que 2 minutes de votre parcours. Vous avez, on l'a dit, vous êtes né à Bjad. Vous avez fait des études en langue anglaise ou en littérature anglaise, je ne sais plus exactement, au Maroc. J'ai été interne au lycée Mohamed V. D'accord. Et ce qui m'a marqué, c'était mon professeur, c'est Mohamed Raounak, qui était mon prof de philo. Ça, c'est un milestone. Après, c'est des point études marquant. En France, et puis après les États-Unis. Alors en France, vous étiez, alors ça par contre pour moi ça m'a marqué parce que vous étiez à Lyon. Alors j'ai fait aussi mes études à Lyon, mais à Lyon surtout c'était pour vous dire que Lyon c'est quand même la ville des Frères Lumière.
Et d'ailleurs, un des films d'un des frères Lumière a été tourné au Maroc. Exactement. Le Chenévrier, je crois, en 1895. L'un des premiers films donc, qui a été tourné au Maroc. Et donc, ça fait un petit peu aussi ce fil d'Ariane de votre vie, entre Bjad, votre père qui avait un cinéma, vous qui allez à Lyon pour faire des études dans le domaine du cinéma, après des études en langue anglaise et en littérature anglaise, vous allez à Lyon, donc la ville où est né le cinéma d'une certaine manière et où deux grands fondateurs du cinéma ont fait leurs armes. Et puis ensuite, Chicago, là aussi c'est pour poursuivre un peu dans vous spécialiser. Et là, vous tombez amoureux des États-Unis et vous y restez. C'est devenu Chicago est devenu Bhal Bjad. Mais en fait, c'est cette distance qui me permet de mieux redécouvrir ce que je suis à chaque fois. Parce que je tourne mes films ici, et puis je les monte à Chicago. Le fait d'être dans deux espaces comme ça rend le cadre beaucoup plus important que ce qu'on a pu peut-être voir lors du tournage. Oui. Donc ça permet de changer peut-être de focale, d'avoir un autre contexte et donc peut-être de revoir de manière différente. Et puis ça vous permet, vous l'avez dit, ce pont, ça vous permet aussi d'être dans votre confort, à l'aise, dans votre double identité. Vous êtes marocain, américain, et donc ces deux identités vous fondent et ce va-et-vient entre les deux finalement, Chicago et Bjad qui est un petit peu la Chicago du Maroc et Chicago qui est un petit peu le Bjad des États-Unis. Avant-hier, quelqu'un m'a dit la même chose. Ah bon? C'est pareil, effectivement. Donc, en tout cas, alors le film sera dans les salles à partir de quand? Du 27 juillet. Du 27 juillet. Donc, dans les salles au Maroc, n'hésitez pas à aller voir Collapsed Walls de Hakim Belabbès avec plusieurs acteurs. Je vais en citer juste quelques-uns. Amin Naji, Hasna Moumni, Zhor Slimani, Sana Al-Alaoui et bien d'autres, bien évidemment. Donc, dans vos salles, dans toutes les salles, dans plusieurs salles marocaines. Merci beaucoup, Hakim Belabbès, d'avoir été avec nous ici au studio. Je vous tout de suite la suite de votre programme, le Flash Actu avec Myriam Atalka. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Faites entrer l'invité.